la ressourcerie de l'écrivain. Cette semaine encore, je vais vous présenter un bonbon. Une petite saga qui fait partie de l'univers des chroniques de Bridgerton, de Julia Quinn, et je veux vous parler des deux préquels. La chronique des Rokesby, qui est découpée en deux intégrales regroupant 2 livres chacun. Dans cette histoire, on est sur la génération au-dessus de celle des Bridgerton que l'on connaît, à savoir qu'on est dans la famille d'Edmund. Edmund et leurs voisins les plus proches, les Rokesby. Si vous vous souvenez des intégrales des Bridgerton, le château était plus imposant. La chronique des Rokesby, tome 1 et 2, c'est une traduction de Léonie Spire et une création studio J'ai lu d'après Alaver Shutterstock. 1779, comté de Kent. Tout commence dans la résidence des Bridgerton, Aubrey Hall, une génération avant la naissance du premier des 8 descendants d'Edmund et Violette Bridgerton. La demeure la plus proche, Craig House, est le fief des Rokesby et de leurs 5 enfants. Les deux familles se fréquentent, leurs bambins jouent et grandissent ensemble. Sibylla, la sœur d'Edmund, véritable garçon manqué, sait bien qu'un jour, elle épousera l'un des 4 fils Rokesby. Enfin, plus précisément, un des 3 fils, car l'aîné, George, est un insupportable raseur. Or, le jour où Sibylla se blesse, George, seul témoin de l'accident, lui vient en aide. Et c'est ainsi qu'une facétie du destin va être à l'origine d'une saga familiale où les 2 lignées vont s'unir pour le meilleur. Donc là, on est sur le résumé du premier livre. Je vais sur Booknode. Donc ça, c'était le résumé du premier tome à cause de Mademoiselle Bridgerton. Dans le second, un petit mensonge. 1779, orpheline, Cecilia Harcourt quitte l'Angleterre et débarque à New York où elle espère retrouver son frère blessé à la guerre. À l'hôpital, personne ne sait où est Thomas. En revanche, son meilleur ami Edward Rokesby est là. Blessé à la tête, il est amnésique. Démunie, ne sachant où elle est, Cecilia prétend qu'Edward l'a épousé quelque temps plus tôt et le soigne avec dévouement. Au fil des jours, leur complicité grandit et Cecilia s'enferre dans le mensonge. Jusqu'au jour où le jeune homme, guéri, décide qu'il est temps de faire l'amour à sa délicieuse épouse. Alors, on est quand même toujours bien plongé dans de la romance à fond des ballons, avec en fait de nouveau des tropes, des personnages différents, des couples différents. Et je trouve que c'est un des grands talents de Julia Quinn de pouvoir se renouveler à chaque fois. Même si, évidemment, à produire, je pense, autant de livres, surtout dans un même univers, à savoir celui des Bridgerton, ce qui est aussi le cas un peu plus en périphérie du quartet des Smith. Il y en a qui peuvent vous paraître plus faibles, vous ne serez pas forcément d'accord avec votre voisin ou votre voisine. Alors, à cause de Mademoiselle Bridgerton, est-ce qu'il y a des extraits qui sont un petit peu cool? Ouais, les citations, elles me font vraiment rire. Bon, elles sont un peu trop longues pour que je puisse vous les citer parce que ça va être trop long. Il y a une très jolie déclaration d'amour de George à Billy Sibylla, la sœur aînée d'Edmund. S'il t'arrivait quoi que ce soit, cela me tuerait. Et j'aimerais croire que tu m'aimes trop pour prendre un tel risque. Il y a un petit échange intéressant entre Billy et George, parce qu'on est vraiment sur un trope où ils se connaissent en fait, ils se connaissent par cœur. Billy, elle fait un peu fonction de sœur aînée, entre guillemets, d'homme de la maison. De mémoire, je pense que Edmund doit être soit très jeune, soit il était éloigné pour ses études et en fait leur père n'arrive plus à assurer ce qu'il faut pour gérer la maison et compagnie, et en fait Billy s'occupe de tout. Et donc il y a un échange qui est très très mignon entre les deux. C'est Billy qui dit à George: tu désapprouves tout de moi. Et il lui répond: et c'est si éloigné de la vérité
que c'en est risible. Et le truc que j'aime beaucoup, à la fois dans les Bridgerton et les Rockesby, également dans les Smith, mais les Smith, on est plus sur des cousines, c'est que c'est un peu la description des liens familiaux qui existent entre eux, à la fois au sein des Rockesby ou des Bridgerton. Là, je parle de ces deux sagas, de ces deux intégrales, pardon. Et en fait, il y a une espèce de complicité qui est super chouette à lire parce qu'on ne peut que se projeter par rapport à ce qu'on connaît de nos familles. Surtout aussi dans le cadre de la romance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de romances qui sont new romance ou dark romance, dont le genre est du coup de traiter de relations ou de personnages qui sont toxiques. Et chez les Bridgerton et les Rockesby et les Smith, on n'est pas du tout là-dedans. On est sur des gens qui vont bien, des gens qui font le bien, des gens qui sont bons. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de lire tout ça. Et là, l'extrait que j'ai sous les yeux, que je ne vais pas vous lire parce qu'il est trop grand, en gros, George est présent. Andrew, qui est un de ses frères qui est à la guerre, est présent également. Billy, donc Sybilla, est présente avec eux. Et en gros, Sybilla, elle grogne parce qu'elle s'ennuie. Je n'en peux plus d'ennui. C'est tout à fait le genre de choses à dire en société. Tu comptes pas comme société. Et George non plus, je suppose. George lève les yeux de son journal. Je compte. Elle fut prise de court car elle ne s'attendait pas à ce qu'il les ait écoutés. Je compte. Tu traites Andrew comme un frère et je te traite pas comme un frère. Vous voyez, c'est vraiment... C'est un peu les idiots qui sont amoureux. Là, je pense que George lui envoie des tas de signaux. Il pourrait se promener avec un panneau, mais c'est les idiots qui sont amoureux, avec une qui s'en rend pas trop compte et George qui s'en rend compte et qui commence à prendre les choses en main, à savoir à envoyer des tas de signaux à Billy qui voit rien, évidemment. Donc ça, c'est le premier tome sur George. Le second, on va suivre l'histoire d'amour d'Andrew, il me semble. Non, Edward, c'est pas Andrew. Andrew, c'est le troisième des frères. Des frères Rockesby. Edward est à la guerre en Amérique, à New York, et il a été blessé. Et ce qui va être compliqué, en fait, c'est que Cecilia Harcourt est orpheline. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que la prise en charge, entre guillemets, des femmes qui sont considérées comme des mineurs est très complexe. Parce qu'à cette époque, une femme qui est mariée dépend de son mari, évidemment. Une femme qui est veuve va dépendre de son père ou de son beau-père ou d'un frère ou d'un cousin. Et c'est le cas pour Cecilia qui, bien qu'elle soit, on va dire, majeure et en âge de se marier, elle est également considérée comme une mineure. Elle est donc prise en charge par un oncle ou un cousin ou quelque chose comme ça, je ne m'en souviens plus. Et ça devient... Je crois qu'il essaye de lui imposer quelque chose. C'est pas un truc glauque, hein, il essaye pas de coucher avec elle ou un truc comme ça. Mais disons qu'elle n'est pas bien accueillie. Je me demande s'il essaye pas de lui imposer un mariage. Et bref, elle se barre et elle se barre à New York. Elle part d'Angleterre pour aller à New York. Sans chaperon à cette époque. Donc en gros, sa réputation est ruinée. Mais en fait, elle a aussi quitté cet environnement qui est compliqué parce que elle a appris que son frère avait été blessé. Elle arrive à New York où il y a le campement des Anglais qui est là avec les personnes qui sont blessées. Elle n'a aucune nouvelle de son frère, personne ne sait ce qui s'est passé. Et il y a Edward qui est là. Edward, elle le connaît parce que en correspondant avec son frère qui était un collègue, entre guillemets, qui est un collègue d'Edward Rockesby, elle a pu échanger un petit peu de temps en temps. Bah tiens, tu diras le bonjour à Edward, et Edward lui répondait, des trucs comme ça. Mais c'est juste un tout petit échange épistolaire sur une lettre qui est adressée à quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça très mignon. Et ça a créé un tout petit lien entre eux qui était vraiment très mignon. Et en fait, la pauvre fille, comme son frère n'est pas là et que personne ne sait où est son frère, il
faut bien qu'elle justifie le fait de pouvoir rester là, de pouvoir continuer à rester auprès d'Edward et puis d'essayer de choper des informations sur son frère. Faut qu'elle le justifie. Et comment le justifier? Elle dit qu'elle est la femme d'Edward. Alors, coup de bol, Edward, au début, il est inconscient. Après, il se réveille, mais il est amnésique. Donc, on lui dit, voilà votre femme. Ah. Et ça réveille plein de choses, parce qu'il ne s'en souvient plus. Il y a des bribes d'informations qui peuvent lui revenir, etc. Il construit un petit peu quelque chose autour de ça. Et Cecilia, en fait, elle rame. Cecilia, elle rame parce que déjà, elle est très inquiète pour Edward quand même. Elle est surtout très inquiète pour son frère parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle aussi. Et bref, elle va vraiment s'engouffrer dans le mensonge et ça va être de plus en plus compliqué. Jusqu'à ce qu'Edward retrouve évidemment la mémoire. Alors, c'est vrai que c'est le genre de livre où vous n'aurez pas forcément l'élément de surprise, mais ça regroupe pas mal de tropes, c'est bien écrit, c'est pas de la grande littérature, entre guillemets, mais je pense que comme moi, ce que vous attendez d'une romance, c'est de pouvoir être diverti, rêver un petit peu, penser à autre chose, quelque chose de léger. Et pour moi, mission accomplie aussi pour la chronique des Roquesby. On va passer à l'intégrale suivante, qui regroupe l'autre Mademoiselle Bridgerton et tout commença par un esclandre. Donc c'est de toute beauté aussi. Et je les trouve trop belles. Je crois que je vais faire la collectionnite aiguë. On est toujours sur une traduction de Léonie Spire, une création studio J'ai lu d'après Alaver de chez Shutterstock. Dans la famille Roquesby, il reste 2 fils à marier. D'abord Andrew, qui cache sous ses allures d'impitoyable loup des mers son rôle d'agent secret au service de la couronne, puis Nicolas, le cadet, dont la vocation pour la médecine est plus forte que tout. Or, le capitaine Longcourt aime trop sa liberté pour y renoncer, et le futur médecin n'envisage son avenir qu'au service des eaux. Pas de place pour l'amour? Qui sait? Lorsque Poppy Bridgerton, dont la curiosité n'a d'égal que le culot, croise la route d'Andrew, la détermination de l'aventurier prend le large. Et que dire des périls qui menacent la jeune Georgiana Bridgerton? Seul le sens du devoir de Nicolas peut la sauver. Bon, c'est extrêmement vague, donc je vais aller m'aider des résumés qui sont présents sur Booknode. En fait, le démarrage de l'autre Mademoiselle Bridgerton avec Andrew Roquesby, qui est officiellement un corsaire, mais qui travaille pour la couronne britannique, le démarrage, c'est que Poppy, elle est un petit peu trop curieuse et elle était partie se promener sur la côte. Et elle a découvert ce qu'elle pensait être une fortune de mer, à savoir qu'il y avait que dans une grotte, il y avait un sacré paquet de marchandises. Donc elle est dans cette grotte, elle voit un moment, donc elle regarde en fait tout simplement ce qui se passe, elle voit un moment qu'il y a des hommes qui vont se rapprocher, donc elle se planque, sauf qu'il la trouve, donc il la ramène au bateau parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et le bateau prend la mer et Andrew se rend compte que Poppy Bridgerton est à bord. Ou alors il est parti de lui-même parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que, voilà, Andrew n'a pas le choix. Il prend la mer avec la jolie fouineuse à son bord. La mission avant tout cap sur le Portugal. Sauf que cette chipie de Poppy Bridgerton s'ingénie à le faire tourner en bourrique. L'idée de devoir la supporter 2 semaines lui paraît intolérable. Et pourtant, au fil des jours, son exaspération se mue en amusement, en tendresse et bien vite en passion. Donc ça a été aussi publié dans les collections J'ai lu, Aventure et Passion. On est bien dans les trucs rouges. Alors, on a Andrew qui découvre l'identité de la femme qui est à son bord. Bridgerton, marmonna Andrew en traversant le pont de l'Infinity à grandes enjambées. Bridgerton. Entre toutes les femmes, il avait fallu que celle qui avait découvert sa grotte, restée soit dit en passant secrète pendant 3 bonnes années, soit une Bridgerton, donc une voisine. En gros, là, on va aussi voyager comme on avait voyagé à New York dans le tome précédent. Et dans le dernier tome, qui est aussi sympa aussi, on est
On a le dernier frère Rokesby, étudiant à la faculté de médecine d'Édimbourg. Nicolas Rokesby est appelé d'urgence dans le Kent par son père, qui lui intime d'épouser sa filleule Georgiana, compromise par un scélérat coureur de dot. Nicolas s'est mortifié. Il veut poursuivre ses études, pas convoler en juste noces, et surtout, Georgiana est une sœur pour lui. Hélas, en 1794, on ne plaisante pas avec l'honneur des dames, et le jeune homme a le sens du devoir. C'est donc avec sa jeune épouse qu'il revient en Écosse, Georgiana, si jolie, si fantasque, si exaspérante parfois, mais si désirable tout à coup. Allez, un petit truc trop mimi. Elle eut un tel sourire que l'espace d'un instant, Nicolas cessa de respirer. Dans l'obscurité de la nuit, seule brillait jusqu'alors la lune et la lanterne. S'y ajoutait à présent ce sourire. Lorsque Georgiana Bridgerton souriait ainsi, il avait envie de tendre la main vers le ciel, de décrocher le soleil et de le lui offrir sur un plateau, ne serait-ce que pour prouver que son sourire était incomparable. Alors je m'en souvenais plus parce que ça fait un an et demi que j'ai lu ces intégrales, mais en fait on a un petit peu accès aussi aux Bridgerton que l'on connaît, à savoir Violette et Edmund, et leurs premiers enfants. Donc là j'ai entendu parler de Anthony, Benedict et Colin qui est bébé. Donc c'est assez rigolo. Il y a un truc tout mignon. Tu es parfaite, chuchota-t-il. Personne n'est parfait, répliqua-t-elle. Sa voix tremblait, comme si cette réponse était machinale, comme s'il s'agissait d'un procédé pour apporter de la légèreté à un moment trop intense. Parfaite pour moi, murmura-t-il. C'est pas trop mignon? Donc voilà, bon, c'est extrêmement rapide, mais ouais, c'est juste pour vous dire que si vous avez envie de lire des livres qui sont à la fois très jolis, qui font partie des chroniques de Bridgerton, et qui seront peut-être pas... Je pense pas que ça va être adapté, mais c'est très joli, c'est un moment très agréable à passer. Ça ne va pas forcément révolutionner le genre de la romance, mais bon, ça fait le job. Franchement, c'est juste le moment. Ce qu'on a envie d'une romance, c'est de passer un beau moment, de se marrer, que ce soit de nous faire rêver un petit peu aussi. En tout cas, c'est ce que j'attends d'une romance, moi. Et c'est pour ça que je vous parlerai plus tard de cette chose affreuse. À tout bientôt. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres-là. Je vous présenterai certainement aussi le quartet des Smith et qui fait partie de l'univers des Bridgerton, et Queen Charlotte aussi, quand je les aurai achetés et que j'aurai lu Queen Charlotte, parce que je trouve que c'est sympa. En fait, Julia Quinn, elle arrive à la fois à se renouveler, je trouve, d'un livre à l'autre, je me répète, mais elle brasse en fait un certain nombre de clichés. Donc oui, évidemment, c'est très cliché, oui, c'est très guimauve, c'est de la romance, mais c'est super doudou, quoi, c'est super doudou. Une bonne lecture pour l'hiver quand il fait pas beau. Donc j'espère que ça vous a donné envie de les lire. À tout bientôt et rêvez tout grand de belles femmes en grande robe. Ou alors qui s'habillent comme des mecs et puis qui font des inventaires. Comme Billy. À tout bientôt!